Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui j'accueille un homme qui s'est fait appeler le cheveutologue. Un homme qui a voyagé pour acquérir des compétences au niveau de la beauté ancestrale. Bonjour Simentou, est-ce que tu m'entends ? Oui, bonjour Moreau, je t'entends très bien. Bonjour, qui es-tu ? Waouh, vaste question. Alors, dans le cadre de cette émission, je me présente en tant que Nsibentoum, cheveutologue. Alors, cheveutologue, c'est un mot qui a été totalement inventé. C'est même pas moi qui l'ai pris, qui l'ai inventé. C'est juste que je fais souvent des masterclass pour expliquer un peu ce que c'est que les soins ancestraux, la beauté, les rituels de beauté à travers l'ancestralité. Et à la fin d'une de mes masterclass, il y a une jeune femme ivoirienne, donc qui est bilingue, voire trilingue, avec les différentes langues de son pays qu'elle parle, dont le français et justement le nouchi. Et donc le nouchi, on va dire que c'est la réappropriation de la langue française avec pas mal d'autres mots de différentes langues de Côte d'Ivoire. Et donc elle a dit « Ah, mais toi là, vraiment, avec toutes les connaissances que tu as, donc tu es cheveutologue ». Et donc de là, voilà, j'ai pris. Je trouvais ça intéressant de dire cheveutologue parce que c'est une façon en fait de nous approprier une langue qui n'est pas universelle, mais en tout cas qui est parlée par beaucoup de pays en Afrique francophone du coup. Donc on arrive à tous se comprendre. Mais comme je n'ai pas suivi de cursus classique, scientifique ou je ne sais quoi, en fait c'est une façon aussi de dire ok, j'ai un titre qui est dans votre langue entre guillemets, mais que nous Africains nous sommes réappropriés. Donc spécialiste du cheveu et de la peau, donc technique de beauté à travers l'ancestralité. Voilà, c'est surtout ça. Justement, comme tu dis, tu n'as pas suivi un parcours, on va dire classique, universitaire dans ce domaine-là, mais derrière, tu as quand même fait des recherches, des voyages. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors déjà j'ai envie de dire souvent que mon acte de naissance dans ce monde de la cosmétique, cosmétologie et autres, en tout cas d'un point de vue africain, m'est arrivé par une femme. Voilà, il faut toujours que ça arrive par une femme. Toujours la femme. Oui, mais là par contre c'est une maman dans le sens maman. Donc c'est en découvrant Dame Le Watt, justement via une émission, un podcast qui a été fait par Wem Messout. Donc c'est un collectif de 3 personnes, je crois. C'est Nzwamba, Foulélé et Amouna. Voilà, donc les 3 qui ont beaucoup œuvré, en tout cas dans les années 2000 et même qui œuvrent encore. Mais en tout cas à cette époque-là, ils œuvraient beaucoup. Ils étaient vraiment très très en place par rapport à l'éveil des consciences vis-à-vis de l'Afrique, un autre regard vis-à-vis de l'histoire de l'Afrique. Et tout ça, et donc ils ont interviewé une dame, donc Dame Le Watt, Gillette Le Watt, moi je l'appelle Dame, j'insiste toujours là-dessus, parce que j'estime qu'elle mérite vraiment tous ces titres de noblesse, et en fait je l'ai entendu parler un peu de toutes ces techniques ancestrales, et donc de là je suis allé la voir quelques jours après, j'ai fait un diagnostic, elle a commencé à m'expliquer comment ça se passait et tout, et je lui dis écoutez, moi c'est bon, j'embarque quoi. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. C'est venu comme ça en fait. Et donc de là, elle m'a formé. On a rencontré pas mal de personnes via les diagnostics qu'on faisait dans son institut. Et en fait, j'étais comme un poisson dans l'eau. Elle a vraiment réaligné beaucoup de connaissances que j'avais, des connaissances éparses en fait, que j'avais. Voilà, éparpillées vraiment, du naturel, de certains rituels, de la façon de voir le monde aussi. Et elle, à travers les quelques explications qu'elle m'a données, ça a permis de tout réaligner et voilà. Et du coup, elle-même. Je ne sais pas si je m'abuse, mais je crois qu'elle a suivi quelques formations comme ça pour pouvoir mettre sur pied sa marque. Bien sûr. Mais sinon, elle n'est pas cosmétologue à proprement parler, dans le sens une chimiste pure et dure ou je ne sais quoi. Donc elle, vraiment, c'est au village qu'elle a appris. Son université, ça a été le village, en sachant qu'elle était de famille royale. Donc c'était une princesse Banganté. Donc c'est un sous-groupe du peuple des Bamilékés, merci, voilà. Et donc elle a quand même accédé à certaines connaissances via cette fois-ci des vrais tradis praticiens, enfin eux qui sont diplômés depuis des millénaires, on va dire. Donc c'est par elle que je suis entré dans
dans la chevetologie, on va dire. La chevetologie. Voilà. Et puis après, quelques années après, on s'est séparés. Moi, j'ai continué ma route. Et en fait, avec ce bagage que j'avais, c'est un peu comme aujourd'hui quand on dit une fois que tu as ton bac généraliste, tu peux aller dans n'importe quelle université, tu peux suivre n'importe quel cursus, quoi. N'importe quelle école, etc. Exactement. Et en fait, moi, avec ça, plus l'éducation que j'ai reçue, une éducation africaine, même si je ne parle plus ma langue, mais en tout cas, il y a des codes qui sont un peu partout les mêmes en Afrique. Et donc, ça m'a permis de voyager en ayant un minimum de connaissances, une éducation, et les deux ensemble, j'ai pu voyager et ouvrir quelques portes. Voilà mon cursus. Un cursus très très riche, très impressionnant. Merci. Donc tu es un élève de Madame Juliette Lowat. Oui. Alors, je sais pas si on peut dire élève, parce que oui, on peut dire élève dans le sens où elle a été on va dire, je sais pas si on peut dire la maîtresse, parce que ça n'a pas la même connotation, forcément. Oui, moi je parlerais plutôt de mère. Alors, d'accord. Dans le sens où chez nous, comme tu le sais, Moreau, chaque fois qu'on voit une femme qui pourrait avoir l'âge de notre mère, on peut l'appeler maman. Très facilement. Et surtout parce que j'ai dit que dès le départ, moi je suis entré dans un monde que je ne connaissais pas. Et le fait d'entrer dans un monde, certains vont dire que ça s'appelle une initiation, entre guillemets, mais moi je suis entré dans ce monde par elle. D'accord. Voilà, à travers elle, à travers l'enseignement qu'elle m'a donné, à travers le fait juste de me reconnaître déjà comme étant son assistant, parfois même son représentant, donc et à travers la formation et à travers le lait entre guillemets maternel qu'elle m'a donné, à savoir toutes ces connaissances et les expériences aussi que j'ai pu faire avec elle. Donc voilà, quoi, c'est magnifique. Je sais pas si j'ai répondu Non, t'as répondu. à la question, parce que je me suis un peu... Non, t'as raison, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est ça. Très bien. Donc, merci à toi pour cette réponse. Donc, je vais te poser une question très simple. Selon avec tes mots, je voudrais savoir ta définition de la beauté, simplement. Waouh. Avec tes mots. Alors, avec mes mots... Ah ouais, là, c'est une colle. Beauté, alors... J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui... il y a deux côtés dans la beauté, selon moi. Il y a le côté de celui qui observe et l'objet qui est observé. En savoir, là, je présume que tu parles de la beauté d'une personne ou bien la beauté tout court. La beauté d'une personne, en général, si tu veux l'attribuer. D'accord. Alors, ouais, quoique ça peut s'appliquer même aux autres choses. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui observe et puis la personne qui est observée, ou on va dire l'objet qui est observé. D'accord. Alors, pour moi, la beauté, c'est déjà... pour la personne qui observe, c'est le fait que quand elle regarde, il se passe quelque chose au niveau des yeux, mais j'ai envie de dire au niveau des différents sens, en fait. Parce que la beauté, je veux pas dire qu'on peut sentir la beauté avec son nez, mais ça peut quand même aider, on va dire. Par exemple, quelque chose, une peau qui peut paraître lisse et tu peux avoir... Sans même la toucher, tu te rends compte que elle va être lisse, tu vas déjà la trouver belle. Donc c'est vrai que c'est les yeux qui sont actionnés, mais en même temps, il y a des informations qui passent au niveau même de ta peau, de ton cerveau, voilà, au niveau de tes sens, et tu te dis waouh, ça doit être quelque chose d'agréable à toucher, voire même quand tu vois que c'est... Enfin, j'ai presque envie de dire que tu devinerais presque même l'odeur, quoi, entre guillemets, quand tu vois quelque chose de beau, que ce soit un plat ou même quelqu'un, puisque aujourd'hui on veut souvent masquer les odeurs corporelles par beaucoup de choses, mais je pense que il y a ce côté un peu animal aussi qui fait que deux êtres vivants, quand ils sont en contact, que ce soit visuel ou vraiment physique, il y a quelque chose qui se passe, des informations, et qui se doivent d'être agréables pour celui qui observe. Donc qui observe, pour moi, c'est vraiment dans les 5 sens, on va dire. Là, c'est dans une forme, voilà, là, tu vois, tu me fais entrer dans l'ancestralité, entre guillemets. On y arrive, c'est ma prochaine question. Voilà. Qu'est-ce que l'ancestralité? C'est ça, parce que justement, moi, quand on va parler de beauté, je pense, en tout cas selon les anciens, ce n'était certainement pas de s'arrêter à ce qu'on appelle aujourd'hui esthétique. C'est vraiment quelque chose qui va te faire quelque chose, qui va avoir même t'apaiser éventuellement. En tout cas, il faut qu'il y ait... je sais pas si je peux dire une émotion, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se passe. On va appeler ça comme ça, quelque chose qui se passe. Et maintenant, pour la personne qui est observée ou pour l'objet qui a été fabriqué ou pas, ou qui a été créé, on va dire plutôt, en fait, c'est
le fait de se sentir en alignement, en fait, de se sentir complètement, comment dire, aligné, ajusté, en équilibre, en fait. Voilà, il y a cette notion d'équilibre, c'est que j'ai employé quelque chose qui va peut-être un peu choquer, c'est que par exemple une personne qu'on va dire qu'elle est en surpoids, dès l'instant que tu vas voir qu'elle est bien, qu'elle bouge aisément, qu'elle se tient bien et autres, tu pourras la trouver belle comparée à quelqu'un qui correspond par exemple au standard homme ou femme, taille mannequin ou je ne sais quoi, et qui se tient un peu tordu, qui a des grimaces, enfin tu sens qu'il n'est pas bien, qui ne dégage pas la quiétude, on va dire. Bah, cette personne-là, bizarrement, paraîtra moins belle, entre guillemets. En tout cas, pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois, quoi. On peut appeler ça comme du charisme. Le charisme, ou bien même, je me souviens en tout cas dans les années 96-2000, dans le monde du mannequinat, bon, je le regardais vraiment de très très loin, mais j'avais des amis qui étaient dedans. On parlait de facteur X. En fait, c'est le truc inconnu dans le sens où je sais pas pourquoi, mais lui, il a un truc, quoi. Tu vois, donc. Il y a pas que l'esthétique, il y a autre chose, et cette autre chose, je pense que c'est tout ce que j'essaie de décrire très maladroitement, mais bon, voilà, quoi. Donc, c'est ça un peu la beauté. Et puis bon, après, si on remonte un peu au côté, bon, c'est vrai que j'ai fait un tout petit peu je me suis beaucoup intéressé à l'Égypte ancienne depuis très longtemps, depuis très jeune d'ailleurs. Lorsqu'on parle de Néfer, beau, belle, en fait, il y a le terme beau, mais ça signifie aussi accompli. Donc, quelque chose qui accomplit, et donc qui est terminé, il y a rien à rajouter, c'est là, quoi. Et c'est pour ça aussi que nous, j'ai souvent ce problème avec cette notion d'art primitif ou art africain ou je ne sais quoi. Ah oui, là je mets j'espère qu'on entend bien les guillemets. C'est que vraiment il y en a maintenant qui commencent à réaliser que effectivement quand quelqu'un, un ébéniste ou bien autre, faisait un masque, par exemple, c'était pas juste la technique pour tailler ou autre. C'était un masque qui était fait d'une certaine manière. Je pense même que la personne qui le sculptait était dans un certain état aussi. Bon, ici on dira état méditatif ou je ne sais quoi. Déjà, c'est pas tout le monde qui était habilité à le faire. Exactement. Même si techniquement tu savais le faire, ça ne suffisait pas. Il fallait arriver à un certain degré de maîtrise. De quoi ça? Je ne suis pas habilité à y répondre, je ne sais pas moi-même. Enfin, ouais, je ne sais pas. On peut deviner, mais je ne sais pas. Ou tu ne veux pas dire. Voilà. Non, je vais pas faire le mystérieux, même si. mais je sais que chez nous, on parlait vraiment pas de caste, mais en tout cas, il y avait cette notion de maîtrise. Donc, un maître artisan, entre guillemets, j'emploie des termes occidentaux, donc on me pardonnera, j'espère, mais un maître artisan n'est pas la même chose qu'un artisan simple. Exactement. Donc, techniquement, tu peux faire la même chose, mais ça va pas donner exactement, il y aura pas la même charge, j'ai envie de dire, à l'intérieur. Et donc, même pour le masque, il y en a qui se sont rendus compte que ça avait aussi des vertus thérapeutiques, voire apaisantes. Donc, c'est aussi ça qu'on retrouve dans d'autres œuvres artistiques un peu partout dans le monde, hein, pas qu'en Afrique, mais la notion de mandala en Asie, par exemple, au Tibet, le fait de faire des mandalas, tu vois, non, donc les dessins, les motifs, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement, le fait de faire ce genre de choses-là avait aussi des vertus apaisantes, non seulement pour la personne qui le fait, mais aussi pour la personne qui peut être amenée à le regarder. Donc c'est ça pour moi la notion de beau. Ouais. Oui. Merci pour cette très belle réponse, hein, très belle réponse. Tu as répondu aux deux questions, ancestralité et beauté en même temps. D'accord. Donc, toi, quelqu'un qui travaille sur la beauté ancestrale, on ne peut pas se mentir. Oui. D'accord. Et au niveau des cheveux, donc c'est quelque chose de très 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 important. Et aujourd'hui, on constate beaucoup je vais pas dire de dérives, mais on va dire d'abus aussi, de mauvais traitements au niveau des cheveux. Qu'est-ce que tu en penses selon ton avis, ta vision, ta expérience? Quelle est l'importance des cheveux qu'on a aujourd'hui? Ah oui. Alors, il y a plusieurs points. Aujourd'hui, presque tout le monde semble d'accord. Oui, le défrisage c'est pas bon, le lissage ou je ne sais quoi. Moi, j'ai pas vraiment envie de parler contre, ou en tout cas de faire des masterclass contre quelque chose. En général, je suis pour quelque chose. C'est un peu j'ai envie de dire une dialectique qu'on retrouve dans d'autres mouvements. Hein. Exactement, où t'es pas là pour stigmatiser ou pour quoi que ce soit. C'est vraiment une rééducation, je peux me permettre. C'est ça. La démarche exactement. tu vas. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas pour taper sur des gens,
peu importe les gens. C'est pas pour détruire quelque chose, c'est plutôt c'est même pas construire parce que c'est quelque chose qui était déjà là, c'est plutôt pour aider à développer quelque chose. Donc là, je vais employer un peu une métaphore, c'est la métaphore du palmier. Bon, je ne connais pas. Comme je sais que si tu vas voir, comme je sais qu'on assiste parfois à certaines conférences, je pense que tu verras, c'est que par exemple le palmier, on le retrouve sur le drapeau d'Haïti, et le palmier a une vertu, c'est que même si tu coupes ou même si tu brûles, voire même l'arbre ou quoi, dès l'instant qu'il reste les racines, il peut repousser en fait. Donc et en fait, c'est un peu la même chose pour la notion de cheveux, la notion de cosmétique. D'ailleurs, c'est même pas vraiment un terme qu'on devrait utiliser pour ce que je fais, mais bon, on va s'adapter. Donc, pour la notion de cosmétique, c'est que toutes ces techniques, toutes ces connaissances qui étaient là, moi, en fait, je n'invente rien. Déjà, je tiens vraiment à préciser ça, je n'invente rien. Le seul apport que j'ai en tant que maillon de cette chaîne qui est multimillénaire, il faut quand même le préciser, je ne suis qu'un simple petit maillon là-dedans, c'est qu'en fait, j'essaye de faire une petite jonction entre une utilisation urbaine de ces techniques-là et une utilisation stricto sensu, en tout cas traditionnelle ou en tout cas ancestrale. En fait, maintenant, quand on va parler du cheveu, l'importance du cheveu, elle est énorme. Je dis bien énorme dans du cheveu et de la peau d'ailleurs dans nos cultures. Parce que le cheveu représente beaucoup de choses, c'est tellement que c'était même à travers le cheveu ou voire à travers les scarifications. Donc là c'est la peau, donc à travers les cheveux ou les scarifications ou les tatouages qu'on pouvait tout de suite communiquer avec quelqu'un. Donc il y avait l'aspect visuel effectivement, et il y avait aussi ce que ça allait évoquer, les informations qui allaient passer à travers la coiffure. Donc grosso modo, savoir si la jeune fille est en âge de procréer, si elle est déjà mariée, si elle est veuve, si c'est une épouse royale. Enfin, ça décrivait beaucoup de choses. Pareil pour le guerrier aussi. Donc en fait, nous, on a déjà sacralisé le corps pour commencer, et ce même corps qui a été terminé, donc qui est accompli, qui est beau, qui est accompli par le Créateur, on pouvait amener une touche un peu spécifique, donc à travers certaines personnes qui étaient habilitées, soit à faire les tatouages, soit à coiffer, soit même à raser ou à couper. C'était pas tout le monde, n'importe comment, qui pouvait le faire. Et donc c'était très important. Maintenant, je passe très rapidement parce que je pense que le temps est limité, mais en gros, il y a eu une cassure. On va appeler ça la période de l'esclavage, mais je pense que c'est un peu avant et même après, la preuve, on est encore dedans, qui a fait qu'on soit amené à non seulement à ne plus s'intéresser à nos cheveux, mais surtout à les dénigrer et pire encore, à les maltraiter en fait. En sachant que nos cheveux sont considérés parfois dans pas mal de cultures comme des antennes, on va résumer ça comme ça, comme des antennes, et puis la peau, même scientifiquement, on peut se rendre compte que c'est la plus grande surface et c'est surtout ce qui protège tout le reste de l'organisme. Donc si on maltraite cette protection et en même temps ces antennes, donc ces connexions, il y a de bonnes chances d'être désorienté en fait au final. Et donc maintenant par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport aux dérives, bon, je pense que c'est un peu comment dire, c'est un peu convenu maintenant que l'utilisation de trop de chimie, on va dire trop de chimie, c'est mauvais. Mais en fait, moi, je voudrais appuyer le curseur maintenant, malheureusement, sur autre chose. C'est sur ce qu'on va appeler un peu le greenwashing, c'est-à-dire faire croire qu'on est naturel, faire croire qu'on est clean, alors qu'en fait, on fait peut-être même pire derrière. Voilà, c'est ça en fait. Moi, c'est ça. C'est pour ça que je dis bien. Le but, c'est même pas de taper contre quelque chose, de détruire quelque chose, c'est plutôt de faire en sorte que cet arbre-là, ce palmier qui a été coupé, puisse repousser avec des informations qui sont authentiques, qui sont multimillénaires, qui sont plus que vérifiées dans le temps, et qui sont même vérifiables là, via même le challenge que j'ai... On y arrive. Pardon, désolé. Je vais pas tout dévoiler. Je suis en train de spoiler, désolé. Mais en tout cas, c'est pour démontrer que ces choses-là existent, sont efficaces, et donc je me dis qu'une personne qui est bien formée, qui sait qui elle est, qui est alignée avec les bonnes pratiques, saura reconnaître tout ce qui est faux en fait. Donc c'est ça un peu ma démarche, on va dire. D'accord. Ouais, voilà. Donc plutôt que de taper sur la nouvelle technique qui arrive ou le prochain bidule chouette, non, on va essayer de rendre les gens autonomes
de les éduquer, oui, c'est vraiment le terme, Exactement. et de faire en sorte qu'ils soient armés pour lutter contre toute technique de désinformation ou autre. Voilà un peu mon... D'accord. Ouais. Et tu apportes toutes tes connaissances sous forme de masterclass en plus. Donc Oui. C'est un grand mot, mais c'est très beau aussi, c'est très bien. Ouais, j'aime bien Masterclass, ça fait quelqu'un, voilà. Ouais, j'assume, ouais. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ouais, c'est pas toi, c'est pas toi. Voilà. Ouais. Donc ça fait pas mal d'années que t'en fais. Oui. Il me semble 7 ans, c'est ça, si je me trompe. Oui, 7 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler, comment ça se passe, comment tu arrives déjà à les monter déjà, et puis quels sont les retours que t'as des gens qui viennent participer à ces masterclass? D'accord. Alors, les masterclass, déjà, elles ont une particularité. C'est que, bon, déjà, il y a deux types de masterclass. Il y a les masterclass lors d'événements, c'est-à-dire que quelqu'un peut organiser un événement d'à peu près 50 personnes, ou parfois même, j'avais fait une masterclass où il y avait 2000 personnes dans la salle. Ouais, c'était un événement, je crois que c'était NAPI de France, voilà. C'était un événement qui avait lieu il y a quelques années. Et puis il y a l'autre forme, c'est en gros des personnes, ça peut être toi par exemple, Moreau, tu peux être là, tu te dis bon, je vais réunir mes frères, mes potes, mes cousines, mes tantes, mes mamans et autres qui sont tout le temps là à passer du temps par rapport aux cheveux et qui au final ont peut-être parfois des soucis, et tu organises ça chez toi ou bien dans un endroit, peu importe, et moi de là je me déplace en fait. Le deuxième aspect, c'est aussi qu'elles sont totalement gratuites. Quand je dis gratuites, en tout cas, c'est-à-dire moi en tant que cheveuthologue, je suis gratuit dans le sens où il n'y a pas à me payer pour divulguer cette connaissance-là. Pourquoi ? Parce que déjà, tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu gratuitement, pour commencer. Et puis aussi parce que il y a le fait que on connaît nos gens parfois, même quand c'est 2 euros, ça peut toujours être un prétexte pour ne pas venir parce que mais 2 euros c'est quand même le prix de maintenant c'est le prix d'un ticket de métro quand même, donc ça monte. Donc déjà le fait de faire payant, et puis après il y a aussi le fait que selon moi on est en guerre contre une désinformation et contre une forme de comment dire, une forme de tuerie. Je vais pas employer le terme qui commence par G parce qu'on va dire que c'est mal utilisé, mais c'est quand même quelque chose qui est silencieux, mais qui tue pas mal de personnes, qui tue et qui rend malade. Donc qui peut parfois rendre, entre guillemets, infirme pas mal de personnes. Quand je dis infirme, c'est dans le sens des protections qui sont à la baisse, des incapacités. Système immunitaire en baisse. Exactement, système immunitaire. Cancer derrière. Cancer, allergie, maux de tête, et tout le reste. Et donc j'estime que de la même manière que les techniques de défrisage, lissage et autres sont totalement répandues sur le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux avoir une sœur, ou même toi demain tu peux décider d'aller, je sais pas moi, au Japon ou en Russie, tu as envie de te défriser les cheveux, tu trouveras quelqu'un qui pourra te défriser les cheveux. D'accord. Tu vois, que ce soit même une femme blanche ou bien un homme blanc ou même un autre noir saura déjà plus ou moins, enfin si tu veux, c'est un rituel qui est déjà tellement ancré, exactement, qui est ancré en fait. Donc tu sauras trouver quelqu'un. Par contre, pour aller dans l'ancestralité, ce sera plus difficile. Les gens ils vont dire, oh là, moi j'ai de l'huile dans les mains, je sais pas qu'est-ce que je fais avec tes cheveux, je comprends pas, c'est sale, c'est gluant, voilà. Et donc le but maintenant, c'est d'inverser cette tendance-là et donc de permettre au plus grand nombre d'acquérir ces connaissances-là. Voilà, en fait, un peu ce que je fais. Et puis lors des masterclass, là, on va. Alors souvent, c'est très très long. Vous voyez, je suis déjà bavard, mais alors, lors des masterclass, ça peut durer. T'es un maître conférencier maintenant. Ah non, les maîtres conférenciers, toi-même, tu connais les noms. Il y a nos aînés comme les Lasconi et d'autres encore, qui peuvent parler pendant 8 heures, voire même presque 24 heures d'affilée. Sans s'arrêter. Limite, en buvant à peine. Donc voilà, on leur rend hommage forcément, parce que c'est aussi à travers eux qu'on a acquis pas mal de connaissances. Voilà, ils ont fait un travail énorme. Mais en général, ça se manifeste. J'explique beaucoup plus en profondeur l'histoire. Les phénomènes de société aussi, comment ça se passe maintenant, comment est-ce que le cheveu est perçu, et les solutions pour s'en sortir. Mais il s'avère que lors de ces masterclass-là, ça développe tellement, ça soulève tellement de questions
qui vont même au-delà de la simple notion de cosmétique à proprement parler. Ça va même dans presque la géopolitique, la politique et autres, parce qu'on se dit mais comment ça se fait qu'on n'utilise pas les bons produits, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas accès, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et ça crée même parfois des vocations dans l'entrepreneuriat et tout ça, quoi, parce qu'il faut savoir que l'industrie cosmétique, surtout pour la population africaine, ben, c'est des milliards de dollars, des milliards. Et les premiers consommateurs ne sont pas forcément ceux qui sont de l'autre côté, à savoir ceux qui proposent ces produits-là. Et donc, c'est pas forcément eux qui s'enrichissent, en fait. C'est pas forcément eux qui bénéficient de ces milliards-là. Exactement, voilà. Donc c'est un peu comme ça que s'opèrent les masterclass. Bien sûr, il y a aussi des démonstrations et autres, quoi. Alors, juste une petite précision, hein, c'est que quand je dis que c'est gratuit, faut pas croire que ok, moi je suis en région parisienne, vous voulez me voir à Marseille ou en Belgique, je suis gratuit, mais il y a quand même les transports. Ça va de soi, c'est clair. Ouais, je précise toujours, on sait jamais. Donc voilà, parce que je suis déjà allé, par exemple, j'ai déjà fait des masterclass en Belgique et aussi en Allemagne déjà, par exemple. Avec ça te fait voyager en plus. Oui, exactement. Ça me fait voyager en plus. Et puis lors de ces masterclass aussi, je voyage encore parce que souvent tu as même tu as parfois 3 générations de femmes, parce que la plupart du temps, moi, c'est 90%, je suis en contact avec des femmes. Et tu as 3 générations, donc parfois tu as une personne qui va être un peu plus jeune que moi, donc peut-être la vingtaine, trentaine. Tu vas avoir peut-être sa mère vers la cinquantaine, et parfois tu as accès à la grand-mère. D'accord. Et là, c'est superbe parce que lorsque je vais dire certaines choses aux jeunes, donc donc la fille et sa mère, elles vont écouter, et parfois tu as la grand-mère qui est à côté et qui va acquiescer en penchant la tête en disant ah oui, c'était comme ça chez moi. Et il y a toujours ce moment où la fille et la mère se retournent vers la grand-mère et elles sont là en mode mais pourquoi tu nous as pas dit ça? Et t'as souvent la grand-mère qui dit moi je pensais que vous préférez les choses d'Europe et tout ça, donc c'est des savoirs qui se perdent, et c'est souvent ces mamans-là qui, voyant que entre guillemets je suis un peu un des leurs entre guillemets, et ben parfois elles me donnent encore d'autres connaissances, et donc je voyage dans le sens où elles me disent voilà, Madagascar ça se passe comme ça, l'île Maurice c'est comme ça et tout, donc ça me permet d'emmagasiner aussi. Non c'est merci merci, franchement c'est riche, c'est très riche, on en apprend beaucoup. Donc moi j'ai une autre question concernant tout ce qui est les produits, c'est-à-dire tout ce qui est tu privilégies tout ce qui est huile, tout ce qui est fait à base d'eau. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors les produits, effectivement, je préconise, enfin c'est même pas moi au final, je ne fais que suivre, j'ai presque envie de dire certaines lois, en tout cas des principes que nos anciens ont découvert, ou ont découvert les principes que les anciens ont découvert, ou voire même qu'ils ont reçus, je ne sais pas, mais en tout cas effectivement on va plus aller dans la notion d'huile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a aussi besoin de nourrir la peau et nourrir le cheveu. Donc souvent, je dis souvent aux gens, oubliez le terme de hydrater la peau, hydrater le cheveu, et raisonnez plutôt en termes de nourrir. Parce que dès l'instant que vous comprenez que vous êtes en train de nourrir le cheveu et nourrir la peau, vous n'avez plus dit ah oui, non, mais non, on nous a dit qu'il faut hydrater, donc hydrater c'est de l'eau, nanana. Non, c'est nourrir. Et la peau, et c'est un corps gras entre guillemets, normalement plus ou moins. Il y a des lipides pour faire qui composent la peau, et donc il ne suffit pas que de mettre de l'eau, en fait. Et voire même, ça peut même paraître un peu plus déstabilisant, mais si vous mettez, en tout cas nous, population noire, si vous mettez juste de l'eau même toi là, tu mets de l'eau juste sur ton bras et tu laisses, tu vas te rendre compte que cette zone-là va devenir même plus sèche que le reste du corps. Donc ça fait un peu comme un effet ventouse, j'ai envie de dire, dans l'image. Tu as mis, mais dès que ça part, ça part encore avec encore plus d'eau, quoi. Et donc en fait, nous, par rapport aux techniques ancestrales, on va plus préconiser les huiles avec l'eau, et effectivement, mais s'il n'y a rien, on préférera les huiles. Mais en tout cas, l'eau toute seule, non. Ça sera plus les huiles que l'eau. Et différents types d'huiles, parce que je présume que c'est un peu peut-être là. Différents types d'huiles selon tel ou tel traitement. Oui. Donc, par exemple, pour l'entretien, est-ce qu'il y a une huile particulière, l'entretien quotidien, par exemple?
Alors, ça c'est la fameuse question à laquelle on a toujours l'impression que je botte en touche, mais je dis toujours il n'y a pas de produit miracle, et non seulement il n'y a pas de produit miracle, mais en même temps il n'y a pas de produit. Vous savez, c'est un peu comme les quand on parle de médicaments génériques, quoi. D'accord. En fait, il y a pas vraiment de générique ou bien quoi. C'est dans le sens où moi, ce que j'enseigne, c'est vrai que je suis un enseignant. Faut que j'assume maintenant. Ouais. Ce que j'enseigne, non, parce que tu sais, je suis tellement apprenant que j'ai pas l'impression que je suis encore au stade de pouvoir dire que je suis un enseignant, mais bon. T'es modeste. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Comme on dit souvent, plus tu sais et plus tu te rends compte que tu ne sais pas, en fait, et vraiment, je le vis. Mais en gros, ce que j'essaie souvent de déclencher chez les gens, c'est d'abord à être autonome. Et là, on retourne encore dans l'ancestralité. C'est que chez nous, tu n'es pas un homme ou une femme. En tout cas, tu n'es pas on va parler de Muntu. Tu n'es pas un Muntu si tu ne sais pas interagir avec ce qui t'entoure. Et interagir, ça signifie d'abord écouter. Donc savoir recevoir les messages, que ce soit olfactif, auditif et tout ce que tu veux, et même des impressions. Et si tu ne sais pas non plus communiquer avec ce qui t'entoure. Donc, pour nous, tu ne peux pas commencer à être un être vivant, ou en tout cas un être qui est en pleine conscience et qui est donc responsable de ses actes, si tu ne sais pas écouter. Mais la première chose qu'il faut savoir écouter, c'est toi-même. Donc ton corps. Donc ça veut dire que si tu ne sais pas quelle est la bonne huile pour toi, ça veut dire que tu n'es pas assez à l'écoute de ton corps. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux gens, tu peux même avoir un jumeau, ton jumeau, lui, ça sera plus l'huile d'arachide, et toi, ça sera peut-être plus l'huile de palme, tu vois. Donc c'est d'abord ce travail-là que j'essaie de faire comprendre aux gens lorsqu'ils viennent dans les masterclass. Et c'est aussi pour ça qu'on me trouve un peu mystérieux, entre guillemets, parce que quand je donne des recettes, entre guillemets, un kit, comme le kit de Renaissance. On y arrive. Ah, pardon, désolé. je ne fais que spoiler. Donc quand je suis en train de conseiller les gens, je vais juste parler d'huile, je vais en citer quelques-unes, mais après je laisse la personne faire son propre travail d'écoute. Parce qu'on est dans une société où, souvent, on est en mode recette. Voilà. T'as la recette, comment faire un 4 quarts, tu le fais comme ça, comment faire un pondu, tu le fais comme ça, le je sais pas moi, le dombré, non? C'est ça, dombré. Je sais que t'es un spécialiste en plus de dans les crevettes. Voilà, crevettes, tu vois, c'est précisé, quoi. Alors qu'en fait, il y a plusieurs méthodes, en fait. Il y a plusieurs façons, et c'est selon l'écoute que tu vas avoir que tu sauras si tu mets un peu plus de ci, un peu moins de ça, et tout le reste, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, qu'on a souvent l'impression que je réponds à côté, mais je dis bien. Non, c'est très bien expliqué. Il n'y a pas une recette pour tout le monde, adaptée pour tout le monde. C'est chacun peut avoir sa propre recette selon son corps, selon comment il réagit et selon ses besoins. C'est ça. Donc au final, on fonctionne pas tous pareil sur le point de vue physiologique, on va dire ça comme ça. Voilà. Non, c'est très bien. Et ça commence donc par l'écoute. Si tu écoutes ton corps, et que tu fais quelques petits tests, tu te rendras compte de quelle huile passe le mieux pour toi, pour ton entretien. Ouais. Merci. Alors justement, on va revenir, on va arriver sur le kit, ce fameux kit de survie que tu as lancé pendant le confinement. Oui. D'accord, d'ailleurs, qui fait fureur, qui marche très très bien. Est-ce que tu peux nous en parler déjà, comment est arrivée cette idée et puis comment tu as pu le lancer directement, sur quelle plateforme, est-ce que tu peux nous en parler, etc. D'accord. Alors le kit de survie, il est venu par une sœur, qui est très talentueuse d'ailleurs. Elle est coiffeuse, mais j'aime pas trop. C'est pas que j'ai pas de respect pour les coiffeurs ou coiffeuses, mais c'est juste qu'elle est un peu plus que cela, dans le sens où elle sublime les choses. Il y en a plusieurs qui font ce métier-là. Moi, je les appelle les artistes capillaires, ou sculptrices ou dessinatrices. Bref, en tout cas tout ce qui touche aux cheveux. Il faudra peut-être trouver un terme aussi pour elle. C'est Nadine Mateki, en fait, et donc beaucoup de personnes la connaissent ses qualités. Et pendant le confinement, elle peut pas aller coiffer les gens ne peuvent pas aller faire des soins ou je ne sais quoi. Donc elle a été pas mal acculée. On lui posait beaucoup de questions. Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour les cheveux et tout ça? Et comme quelque temps auparavant, j'avais fait je sais pas, tu vois, il y avait le Don't Rush Challenge là. On y arrive. Oh pardon. Mais en fait c'est ça à l'origine. Donc du coup bref. Et en fait c'est elle qui m'a coiffé lors de ce challenge, mais
En gros, elle m'appelle, elle me dit Nsi Bentoum, là ça va plus là. Je sais que t'aimes pas trop te montrer, quoi, réseau quoi, mais là il faut qu'on fasse un live. Il y a pas moyen, faut que tu nous expliques comment est-ce qu'on peut s'en sortir là pendant le confinement, parce que là c'est vraiment Bagdad au niveau des cheveux de pas mal de personnes quoi. Donc j'ai dit écoute, ok. J'étais en confiance quand même, parce que quelques temps auparavant, j'avais fait un premier live avec Coco de My Afro Week. On les salue aussi d'ailleurs. Et puis donc lors de ce live, on a prévu en fait d'expliquer comment faire pour s'en sortir en cas de confinement. Donc au départ, ça s'appelait kit de survie, dans le sens où c'est la survie. Si jamais c'est la dèche, t'as plus trop les moyens de te payer tes soi-disant bons produits qui coûtent bien cher et tout, mais qui au final ne sont pas adaptés. Donc là, on a pris le temps de déconstruire un peu ça lors du live. Et puis pendant le live, en fait, j'ai dit mais en fait c'est même pas un kit de survie, c'est un kit de renaissance. C'est vraiment la renaissance, on fait renaître. Donc c'est toujours ce fameux palmier qui est en train de croître. Donc c'est un kit de renaissance capillaire quoi. Donc voilà comment est-ce qu'il est venu. Pour la plateforme, alors j'ai décidé de le mettre sur mon site. Alors pour le moment le site n'est pas encore ouvert à tout le monde. D'accord. C'est via la newsletter en fait. Donc quand vous allez sur le site, il y a toujours des petits curieux qui essaient d'aller sur d'autres onglets, mais en fait on vous renvoie toujours à l'endroit où vous devez vous inscrire pour la newsletter. Donc je communique de cette manière-là via la newsletter, et sur la newsletter il y a une bonne partie où j'explique comment se constituer son kit de survie capillaire. Voilà, exactement. Voilà. C'est ça. Avec aussi, des petits je vais dessins. commencer, t'inquiète pas. Ah bah oui, on t'attend. D'ailleurs, j'en profite, pardon, mais il n'y a pas d'homme. Justement. Ouais, voilà. Aucun homme, et pourtant Dieu sait que j'en connais. Ouais, d'accord. Justement, comment tu expliques effectivement que les hommes ne prennent pas seulement goût, mais qu'ils prennent pas part à cette démarche-là, plus ou moins capillaire, pas forcément que par le kit, mais en général. Ils sont pas très attentifs là-dessus par rapport aux cheveux. Bon, c'est un peu, voilà, on s'en fout, on rase tout, boule à zéro et on avance. Oui, alors, pour moi, il y a plusieurs origines, il y a plusieurs raisons. Alors là, ce sont mes frères, donc c'est avec amour que je vais le dire. Je vais taquiner un peu, mais c'est parce que ils estiment que ça c'est des trucs de meuf. Vas-y, non, c'est bon. Moi, je prends un savon, je me lave de la tête aux pieds, c'est bon. Je mets du lait de toilette, paf, je suis parti. Donc ils vont plus aller dans la notion de contour éventuellement, histoire de, ou bien la notion de fringue quoi, ou de sable. Alors qu'au final, quand on regarde bien, déjà, nous, on nous a appris à ne plus vraiment aimer notre aspect physique, surtout les hommes, en fait. Parce que lorsque l'explorateur arrive, il se rend compte qu'il y a des guerriers. Bon, on peut pas dire qu'ils ne sont pas virils, mais ils sont des guerriers, mais ils passaient aussi du temps, en fait, à se faire des ornements capillaires, des bijoux et tout ce qui s'ensuit. Donc il y avait aussi cette féminité. Enfin, aujourd'hui, c'est vachement à la mode, c'est le féminin dans le masculin et le masculin dans le féminin. Quoique on parle pas encore beaucoup du masculin dans le féminin, mais on dit souvent qu'un homme doit accepter sa féminité entre guillemets. Mais ça fait depuis longtemps qu'on avait ça, en fait. Par exemple, en Afrique centrale, ça ne choque personne. En tout cas, je parle vraiment pour ce que je connais. Ça ne choque personne de voir deux hommes qui se tiennent la main, par exemple, ou bien qui peuvent même se tenir. Récemment, j'étais au Mali. Voilà, et c'est quelque chose que j'ai constaté. Et j'avais demandé à mes amis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des amis simplement, ils se tiennent la main. Alors qu'ici, c'est mal vu. C'est perçu pour autre chose. Voilà. Ou même qui vont se tenir par l'auriculaire, des choses comme ça, ou le fait même de se faire la bise, des choses comme ça. Et en fait, nous, à un moment donné, l'explorateur, quand il voit toutes ces choses-là, la première chose qu'il décide de faire, c'est de casser ça, en fait. Toi, t'étais guerrier de je sais pas quoi, comme on a dit au tout début là de l'émission. En fait, rien qu'avec ta coiffure, on pouvait savoir si on devait te donner du respect ou pas. Enfin, plus de respect ou pas. On savait plus ou moins qui tu es, d'où tu viens et autres. Donc, la première chose qu'on nous a fait faire, c'est raser. Et je dis souvent, pour taquiner, que le bon noir, tout beau gosse, baraqué, qu'il soit en costard ou qu'il soit habillé en sportif ou tout ce que tu veux, la plupart du temps, il aura le cheveu rasé ou très court. Moi, en fait, je dis souvent, ça, c'est l'image de l'esclave. C'est souvent l'esclave qui est bon pour sa musculature et qui sera prêt à aller travailler, et surtout pas de cheveux ou pas de trucs qui dépassent de trop ou quoi. Et nos parents ont vraiment adopté ça. Donc
que tu sois musclé ou pas, ou que tu aies le costard cravate ou pas, tu restes entre guillemets. Enfin, c'est l'interprétation. Je vais très court, hein, je fais un peu exprès. Ça va plus loin que ça. Développe, si tu veux. Ouais, voilà. Mais j'utilise ça pour titiller un peu nos frères. Et même nos sœurs, c'est que je dis que, en fait, on ne fait que vous représenter l'esclave, en fait, crâne rasé et opérationnel, soit dans le sport, ou soit pour bosser en banque ou ailleurs, ou je ne sais quoi. Au final, tu gardes encore cette image-là, en fait. C'est-à-dire qu'il suffirait de te déshabiller, que tu avais le costard, je te déshabille, je prends le sportif, je le déshabille. Si tu t'entretiens bien, pour moi, vous deux, vous êtes bons pour le chant, quoi, entre guillemets. Bon. J'insiste encore, je titille, mes frères, c'est pas. Non, c'est bien pour. Mais faut que les gens comprennent, ne soient pas choqués. Non, c'est normal. Voilà, exactement. Donc, du coup, lorsqu'on avance dans le temps, il y a eu quelques périodes où justement on a repris ça parce que ce sont des choses qui sont ancrées en nous depuis des millénaires. Donc il y a eu des modes, les artistes, on a commencé à voir même via le défrisage aux États-Unis, via l'afro, donc la coiffure, hein, l'afro et autres. Mais en fait, chez les hommes, il n'y a pas eu beaucoup de tentatives, on va dire, beaucoup de coiffures. Et puis là, je les mets vraiment à part, c'est les rastas, parce que là, c'est vraiment à part avec la lox et autres, parce qu'il y a eu tout un message, tout un discours, toute une dimension spirituelle, politique et tout ce qui va avec. Mais pour nous, hommes, aujourd'hui, on pense souvent que c'est pas pour nous. Alors que on se rend compte que, mine de rien, les hommes, on le sait, hein, déjà, on met beaucoup de temps à se préparer. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose. Donc, il n'y a pas besoin de se coiffer ou quoi, mais on va repasser, on va se mettre du lait de toilette, on va choisir le parfum, allez, tiens, je vais finalement reprendre l'autre chemise. Donc, on met ce temps-là. Malgré tout, ça reste en nous, en fait. Et là, on va pas dire, ouais, non, t'es pas un vrai mec parce que tu mets du temps. Non, au contraire, ah ouais, beau gosse et tout, ah ouais, bon, le gars, il met toujours 3 heures à se saper. Il n'y aura pas de souci. Mais l'homme qui va commencer à avoir des cheveux longs, souvent, on va avoir des questionnements sur sa tendance sexuelle, déjà en général. Et puis sur est-ce qu'il ne fume pas ou ceci ou cela, même si ce n'est pas de la lox. Hein. Oui. Moi-même qui parle, j'ai commencé à avoir les cheveux longs dans les années 2000. Et c'était assez compliqué parce qu'on pensait tout de suite que forcément j'utilisais des psychotropes ou bien de la marijuana ou je ne sais quoi. Alors j'en ai jamais consommé par exemple, tu vois. Et donc ce rapport-là qu'on a, c'est pour moi j'ai envie de dire, il est un peu ambivalent pour nous les hommes. C'est-à-dire que c'est resté encore cette chose-là, le fait de prendre soin de nous, mais on n'assume pas encore, on passe pas encore totalement à travers tous les blocages, tous les freins qu'on nous a mis. À travers ça. La femme aussi a subi, mais on a quand même pu accepter que la femme puisse soit cacher sa chevelure à travers les marées-têtes et autres, ou soit porter des perruques et tout ça. Mais pour l'homme, ça reste encore compliqué. Mais au final, la vérité finit toujours par ressortir parce qu'on se rend compte d'ailleurs qu'il y a tout un business dans le domaine de la coiffure. Le fait de tailler les barbes aussi, le fait maintenant aujourd'hui c'est le contouring. Exactement. Et on se rend compte que même pour les hommes maintenant tu parles, c'est même depuis des années, il y a la notion de, comment on appelle ça, chercher à faire des waves, voilà, les fameuses waves. Les fameuses waves, désolé, mais en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y aurait aussi tout ce travail à faire auprès des hommes, parce qu'il y a des hommes qui défrisent la barbe. La barbe. Oui. Ils défrisent la barbe. Il y a des hommes qui défrisent les cheveux aussi, ou qui vont vous faire je sais pas quelle technique ou quel nom ils donnent, mais au final, c'est du défrisage. En tout cas, ils changent chimiquement la structure de leurs cheveux pour paraître plus beau. Donc au final, ce problème-là est aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et cette envie de sublimer ce corps tel qu'on le disait au départ, en fait, c'est encore là. Dès l'instant qu'on commence à se sentir un peu plus libre, même économiquement, on va se rendre compte qu'il y aura de nouveaux business qui vont apparaître, des nouvelles boutiques ou autres, autour du corps de l'homme et autres. Ça a commencé très vite avec les salles. Les salles de sport. Ouais, les salles de sport. Au départ, nous, c'était dans les salles de quartier. Hein. On pensait pas à trouver des salles de sport où pour 20 € par mois, tu pouvais, mais on voulait dire sculpter le corps. Et après le corps, être beau, bien habillé. Et maintenant, les hommes aussi commencent à aller sur, encore une fois, le poil. Donc le cheveu ou la barbe. D'accord, en passant par avec l'ouverture de salons qui ouvre un peu partout en France. Exactement. Donc qui traitent tout ce qui est poils, cheveux. Donc petit à petit, il y a quand même un effort. Bon, c'est peut-être pas ce que l'on souhaite tous, mais petit à petit, il y a une évolution entre l'homme et
et la vision de la beauté qu'il a de lui en général. Donc bon, on verra dans les prochaines années après les barbeurs qu'est-ce qui va mener, qu'est-ce qui va apparaître. Ça on le verra, on le verra, l'avenir nous le dira. Exactement. Il commence déjà à s'épiler maintenant. Hein. S'épiler bien plus, je veux dire. À une époque, un homme qui s'épile, c'est bizarre, attends, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, non, mais je fais de la natation, ok, ça passe. Ah ouais, non, mais je fais du cyclisme, ok, ça passe. Mais gars, garde tes poils, c'est quoi Et aujourd'hui, il commence à y avoir aussi le côté épilation et massage aussi. Alors que ça, par exemple, ce sont des techniques qui existaient depuis la nuit des temps chez nous. Le massage, en fait, normalement, aujourd'hui, la seule chose qu'on a gardée, c'est le massage des bébés, et encore. Alors que le massage chez nous, pour ceux qui sont par exemple du Sénégal ou qui peuvent observer, vous vous rendrez compte que les lutteurs sénégalais ont la peau très très douce, parce qu'ils font énormément de massages après les entraînements très physiques et autres, et souvent c'est à base de beurre de karité et d'autres produits et autres. Donc c'est pas que les bouteilles qui se renversent lors des matchs de lutte, des protections et tout le reste, mais c'est encore resté. C'est ce qu'on va retrouver dans, par exemple, comme je suis pratiquant d'arts martiaux, je me suis intéressé à d'autres arts martiaux. Ah bon? Oui. Dont par exemple le Muay Thai. Je dis bien Muay Thai et non pas Boxe Thai. D'accord. Mais dans le Muay Thai, en fait, les moments de massage avant, voire et surtout après les entraînements, font partie de l'entraînement. Donc les gens qui aiment bien se traumatiser le corps, à donner des coups de pied, et tout ce qui s'ensuit, combattre et tout le reste, en fait, il y a ces étapes-là qui viennent juste après. Donc on apprend certes à se défendre, mais on apprend aussi les points vitaux et on se masse aussi. Donc le fait de se masser ou d'être massé n'enlève rien à la virilité. En Inde même, dans le Kalaripayattu, ou Kalaripayat, c'est un peu l'art martial qui serait plus ou moins à l'origine des différents arts martiaux. C'est ce que D'accord. Dans le Kalaripayat, il y a la notion de massage. Tu ne peux pas faire un entraînement sans être massé, la flexibilité et autres. Et c'était les hommes qui se massaient entre eux. Ils étaient quasi nus, donc ils couvraient juste le sexe, et on massait. Donc ce sont des choses qui existent. Et nous, en fait, on ne fait que revenir petit à petit, doucement, à travers diverses business qui sont en train de se mettre en place. Et peut-être que demain, toi et moi, on se dira, tiens, écoute, Moreau, tiens, là, je ressors, là, je me suis fait masser les mains, et puis je sors du centre d'épilation et autres, et ça passera tranquillement. Voilà. Ouais. C'est vrai, en plus aujourd'hui on dit plus que quand on voit les sports collectifs comme le foot ou le basket, les plus populaires, il y a clairement des kinés qui massent avant et après les matchs. Donc il y a tout ce bien-être là qui en fait des métiers d'ailleurs. Oui, donc on voit directement que c'est, excusez-moi, je vais couper, t'inquiète pas. On voit directement que ça se pratique quotidiennement. C'est ça. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler du Back Ancestrality Challenge? Le Back to Ancestrality Challenge, c'est venu juste après le kit de survie. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ces derniers temps, avec le confinement, en fait, je suis plus porté par ce qui se fait, je suis plus porté par les réactions qui apparaissent à mon discours qui se fait un peu plus large, qui touche de plus en plus de personnes. C'est qu'il y a eu deux jeunes filles. Alors, je vais pas dire les noms parce que sinon je risque de les déformer. J'aurais dû chercher, mais bon. Il y a eu deux jeunes filles qui, le lendemain, ou en tout cas quelques jours après le live avec Nadine Mateki, sur le kit de survie capillaire qui est devenu kit de renaissance capillaire, eh bien, en fait, elles ont fait des stories sur la plateforme, qui commence par un i, voilà. Elles ont fait des stories où elles ont montré que ok, le gars a parlé, ça m'a l'air cohérent ce qu'il dit, je vais appliquer. Donc là, je me suis j'ai dit je pensais pas que ça serait à ce point-là, quoi. Et en fait, si, elles ont commencé à appliquer, elles ont mis sur elles ont commencé à faire et tout. Et donc j'ai dit je vais suivre. En fait, c'est même moi qui suis les réactions. Et donc, j'ai dit, ok, on va plutôt proposer un challenge, donc Back to Ancestrality Challenge. Donc, c'est en gros le retour à l'ancestralité pour encourager et pour montrer aux autres qu'effectivement c'est possible et qu'effectivement ça fonctionne. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien. Donc, vous appliquez juste le kit, vous formulez vous-même vos produits. En les formulant vous-même, vous pouvez les appliquer sur vous
Vous respectez bien, c'est pas très contraignant, et vous verrez vous-même que vos cheveux sont en train de changer, que vos cheveux deviennent bel et bien disciplinés, ordonnés, et que vous pouvez les démêler, que vous pouvez faire pas mal de choses avec. Donc c'était vraiment le but de démontrer cela. Donc du coup je les ai gardés en stories, et on voit beaucoup d'exemples. Et en fait, le but de ce Back to Ancestrality Challenge, c'est de prouver que, en fait, lors des masterclass, j'explique un peu via un graphique la notion de gras, cheveux secs, cheveux gras et autres. Mais c'était aussi de prouver qu'en fait, le cheveu crépus n'existe pas, en fait. Ça, c'est mon grand cheval de bataille, c'est de dire que le cheveu crépus n'existe pas, en fait. Ouais, je sais. Je vois ta réaction que oula. ouais. Donc le cheveu crépus n'existe pas. Le cheveu crépus, en fait, devient crépus parce que on n'utilise pas les bons produits, en fait. Et je ne reconnais pas ce terme. Alors là, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire oui, mais c'est juste de la sémantique, blablabla. Mais déjà, le terme crépus de base signifie juste quelque chose qui est extrêmement frisé, c'est vrai. Mais c'est souvent quelque chose qui maintenant a une connotation déjà animale, parce qu'on parle de certains animaux qui ont le poil crépus. D'accord. Alors déjà, sachant que maintenant les gens découvrent qu'on a été déshumanisé, les gens découvrent qu'il y avait encore des zoos humains, les zoos, ZOO, donc humains, même dans les années 60, mais on a été déshumanisé. Donc nous, même nos cheveux, donc ce qui était des parures, ce qui était vraiment des objets comment dire, d'entretien extrême, énorme et tout ça, maintenant c'est assimilé à des poils d'animaux. Alors je ne suis pas contre les animaux, je respecte les animaux, j'en mange parfois, c'est vrai, je ne suis pas forcément végétarien ou végétalien, mais toujours dans l'ancestralité, nous on vit avec notre univers, donc dans le sens où nos animaux, ce sont presque même nos frères, entre guillemets, dans la notion de totémisme. Donc le totem, c'est pas que dans la sorcellerie ou les fameuses histoires de Patrick Nguemadong ou autres, mais c'est juste que, par exemple, je donne souvent cet exemple-là, c'est par exemple dans certains villages au Burkina Faso, vous verrez que les crocodiles vivent avec les gens du village. Il y a des enfants, exactement, qui peuvent aller sur le dos du crocodile, lui tirer la queue haute, alors que moi, en bon gaillard, là, je préfère rester à distance. C'est parce qu'il y a eu, entre guillemets, un deal, un accord entre le fondateur du village ou de la ville ou de la zone avec tel ou tel animal. Et en général, tu ne vas pas pouvoir consommer cet animal, donc le manger, mais il y aura donc une certaine vie en osmose avec. Ça ne veut pas forcément dire que c'est pas parce qu'on va consommer un animal parfois que forcément on ne le respecte pas, en fait. Donc, je reviens aux cheveux crépus. On va comparer nos cheveux au poil d'un animal, donc un animal qui ne prend pas soin de lui. Lui, il vit vraiment à l'état naturel, à l'état brut. Il va pas prendre soin de son poil, et aussi parce que la notion de crêpe ou de crêper le chignon, par exemple, en général, c'est quand deux femmes se sont battues, on dit elles se sont crêpées le chignon. Crépage de chignon. Exactement, crêpage de chignon. Mais deux femmes qui se sont battues, quand tu les regardes, elles sont tout sauf bien coiffées. Par contre, nous, tu vas voir un homme noir ou une femme noire qui se sera apprêtée, qui aura pris soin d'elle, on dirait qu'elle a les cheveux crépus. Donc pour moi, ça ne va pas, en fait. C'est le terme qu'on va utiliser pour nous, selon moi, n'est pas adapté, en fait. N'est pas adapté, et le fait de l'accepter, c'est comme continuer à garder cette forme d'animalisation ou cette forme de rabaissement de nos critères de beauté, et surtout donc j'insiste encore, de nos parures, de beauté dans nos rituels. Et c'est aussi donc du coup accepter, j'ai envie de dire, l'injure ou l'insulte. Alors, si maintenant on parle de cheveux crépus de la même manière que les Césaires et autres ont parlé de la négritude, donc on va dire je suis nègre et je vais sublimer cette insulte jusqu'à même dire le nègre, eh bien il t'emmerde, comme ça a été dit, eh bien à ce moment-là je dis pourquoi pas. Mais pour moi, une jeune fille qui va dire ouais, j'ai les cheveux crépus, même si elle ne sait pas forcément ce que ça veut dire, j'apprends rien à personne. Lorsqu'on utilise une langue, il vaut mieux déjà la comprendre et savoir quelle est la charge qui est dans le mot en question. Et c'est extrêmement grave. Donc du coup, je dis nous on a les cheveux afro. D'accord. Pourquoi ? Parce que en même temps, tu remarqueras, et j'invite tous les auditeurs à faire cette observation, c'est qu'aucun enfant noir n'est né avec le cheveu crépus. C'est vrai, c'est vrai. Aucun. Il va naître avec les cheveux soit lisses, soit bouclés,
soit ondulés. Mais il n'y a pas de cheveux crépus. Le cheveu commence à crêper bien plus tard. Parfois même à partir de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Alors les gens vont me dire oui, mais c'est parce qu'il sort du ventre de la mère, il y avait de l'eau dedans, il sort du liquide amniotique. Je dis ok, pas de problème. Mais 6 mois plus tard, il est toujours pas dans le liquide amniotique. Pourquoi est-ce que le cheveu n'est pas crépus? C'est justement parce qu'on utilise des produits qui ne sont pas adaptés en fait. Et donc en fait c'est un peu toute cette éducation là qu'on essaie de mettre, en sachant que parmi les textes des anciens, en tout cas des explorateurs anciens, là on parle de l'époque grecque en tout cas, on décrivait nos cheveux comme de la laine. D'accord. Et la laine, c'est pas quelque chose de dur, quelque chose qui est dur, qui est rêche, qui est difficile à démêler ou quoi. C'est doux la laine normalement. Mais aujourd'hui, voilà, nos cheveux, on les décrit comme les fameuses éponges là pour nettoyer les casseroles, quoi. Donc c'est crépus, même dans le fait de le dire crépus, c'est voilà, vous entendez bien là, crépus, voilà. Donc ça, moi je le refuse. Et avec le Back to Ancestrality Challenge, il y a des gens qui se rendent compte que c'est effectivement possible, de se réapproprier son cheveu, déjà de ne plus souffrir. Dernièrement, c'est le week-end dernier, j'ai fait un soin à une petite fille de 13 ans, métisse. Alors je précise métisse, pourquoi? Parce que donc son père est français, blanc, sa mère est noire, et elle a 13 ans, et depuis son enfance, en fait, elle n'a jamais eu une expérience heureuse lors du coiffage. D'accord. Donc ça a toujours été douloureux et autres. Puis j'étais très bien reçu. Là, j'étais au Sénégal, là, du coup. Donc c'était dans une famille sénégalaise. Il y avait la maman, les tantes, les cousines et même la grand-mère et tout. Donc c'était super agréable. Et en fait, la petite fille de 13 ans, ça a mis du temps, effectivement. Mais j'ai pu lui démêler toute la tête. D'accord. Sans aucun pleur, sans aucun cri. Sans rien en fait, elle était là, décontractée et tout le reste. Donc voilà, c'est un peu ça aussi le Back to Ancestrality Challenge, c'est de montrer que on peut se réapproprier le cheveu et que ce qu'on utilisait avant n'était pas adapté, et là on le prouve. Là, voilà, c'est du concret. Désolé, j'ai été long. Non, t'as raison, c'est parfait. Ouais. Alors récemment, j'étais avec des amis, féminins, pardon. D'accord. Et du coup, on a abordé la partie des cheveux, tout ce qui est cheveux naturels, etc. Et elle me reprochait que il est difficile de repasser aux cheveux naturels parce que c'est difficile à coiffer, c'est difficile à entretenir et ça prend beaucoup de temps. Est-ce que toi, tu as une réponse à ça? Est-ce que tu peux apporter une réponse à ces problèmes qu'elle rencontre en général? Oui, alors tout ça, c'est encore une fois un problème d'éducation. J'ai envie de dire, si je devais employer quelque chose de parallèle, ça serait un peu les mathématiques. Les mathématiques, souvent, en tout cas en Occident, c'est considéré comme, les sciences en tout cas, surtout les mathématiques, c'est considéré comme quelque chose de rigoureux, c'est quelque chose de masculin. Dès le départ, on se dit voilà, les hommes, c'est les maths, les femmes, c'est le français. Allez, sortez vos mots et tout ça. Ça, c'est un peu l'image d'Épinal, si je puis dire. Et en fait, moi, j'ai découvert une méthode par rapport au fait d'enseigner à mes enfants. C'est une méthode qu'on appelle la méthode de Singapour. Pour enseigner les mathématiques. Alors, on me rectifiera certainement, mais moi, en tout cas, de ce que j'ai retenu, c'est que Singapour savait qu'ils allaient reprendre une certaine autonomie vis-à-vis de la Chine et tout ça. Et quelques années auparavant, ils ont décidé ils ont compris que les maths et donc la science aussi allaient être très importants pour le développement de leur pays, du coup. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni beaucoup d'experts en mathématiques de grandes universités dans le monde et leur ont demandé de mettre sur pied un programme qui permettrait à tout enfant d'appréhender l'outil mathématique. D'accord. Donc il y a à la fois la logique, il y a la perception, il y a plein de choses qui sont dedans, et ça permet en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a souvent, chaque année, il y a des concours de mathématiques un peu dans le monde entier, selon les classes, donc CP, CA, CE1, CE2, CE1. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau de Singapour, les enfants, filles comme garçons, mais cartonnaient en mathématiques, quoi. D'accord. C'est-à-dire que, en gros, ils ont cassé ce mythe que, voilà, les maths, c'est comme ça et tout. Et limite même, les enfants étaient tellement à l'aise qu'ils s'en amusaient, quoi, plus ou moins. Et en fait, par rapport, désolé pour la digression, mais on va peut-être comprendre, c'est que par rapport aux cheveux naturels, il faut comprendre qu'il y a eu tellement de bourrage de crâne, je trouve pas d'autre mot, de bourrage de crâne, que, en fait,
c'est compliqué quand on ne connaît pas les bonnes méthodes. C'est compliqué de calculer racine carrée de je ne sais quoi si en fait on ne t'explique pas en fait. Et par rapport aux cheveux naturels, donc du coup, moi j'ai envie de dire que c'est moins contraignant que le reste. C'est même plus amusant. Pourquoi ? Parce que le cheveu afro quand il est naturel, vous pouvez le porter lissé le matin. Allez, working girl, tu vas en banque ou bien t'es juriste, je ne sais quoi. Début d'après-midi, on va dire qu'on a un jeudi ou vendredi. Donc le matin, t'as les cheveux lissés. Milieu d'après-midi, tu vas rencontrer des amis et tout. Tu prends juste un petit spray, juste avec de l'eau, tu mets sur les cheveux et tes cheveux vont commencer à boucler. D'accord. T'as rien fait. Ils vont commencer à boucler. Et puis si tu veux, en rentrant chez toi, tu peux faire une petite mise en pli et avoir des cheveux bien ondulés pour aller cette fois-ci en soirée ou je ne sais quoi. Ça, moi, si elles sont prêtes, quelqu'un qui a un cheveu naturel bien sain, on peut le faire en une seule journée. C'est aussi ce que vous avez vu lors du challenge. Moi, les coiffures, elles ont pris même pas 20 minutes entre chacune, quoi, parce que mon cheveu est obéissant et tout ça. Et au niveau de l'entretien, en fait, on se rendra compte que non, c'est pas si prenant que ça. Mais c'est comme j'expliquais au départ, il y en a beaucoup qui vont croire même qu'elles sont dans le naturel, donc nappy ou peu importe le terme, alors qu'en fait elles continuent à prendre des produits chimiques, elles continuent à utiliser par exemple des shampoings et tout le reste, alors que ce n'est pas ça, en tout cas vis-à-vis de l'ancestralité. Je dis pas qu'il y a qu'une seule façon de faire ou de voir, mais en tout cas moi je dis celle que nos anciens faisaient et celle que j'ai vue que ça fonctionne en fait. Donc souvent elles vont dire oui c'est difficile à entretenir, je suis d'accord avec elles, mais quand on n'applique pas les bonnes méthodes, même dans le Back to Ancestrality Challenge, le soin, en fait, vous ne touchez vraiment à vos cheveux qu'une fois par semaine, par exemple. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire des coiffures protectrices et autres. Il va y avoir une étape, par contre, qui consiste à faire de la réparation. Donc, c'est réparer le cheveu pour qu'il redevienne flexible et autres. Et après, il y a une autre étape qui consiste maintenant à entretenir le cheveu. Ça, pour comprendre, c'est un peu comme un corps. Vous prenez une danseuse. Moi, j'aime beaucoup parler des danseuses étoiles ou autres, en tout cas qui ont cette discipline, qui ont un corps bien musclé, mais fin et souple. Vous prenez cette personne-là, de ses 5 ans à ses 15-20 ans. Elle aura toujours cette discipline souple et tout le reste. Et de 20 ans à 24 ans, elle a un accident, je lui saute pas, mais bon, là, c'est pour l'exemple, désolé, et elle est plâtrée. D'accord. Quand elle va reprendre, c'est un peu comme le cheveu, là, du coup, et quand elle va reprendre, ça va être compliqué, c'est pas du jour au lendemain qu'elle va commencer à aller danser, à faire un grand écart et tout ça. Mais il y aura une période de rééducation. Et une fois qu'elle a bien récupéré, elle peut éventuellement se remettre à danser, à être beaucoup plus souple et tout. Pour le cheveu afro, c'est ça. Moi, je dis qu'en 6 mois, on peut récupérer une très très bonne flexibilité, un cheveu qui est obéissant, qui est beau à voir et avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Ouais. L'homme qui répare les cheveux aussi. Ah oui, oulala. Hommage au docteur. Exactement. Non, ouais. c'est beau, c'est magnifique. En tout cas, moi, par rapport à ton live que tu as fait sur MyAfroIC, qui a duré d'ailleurs 4 heures, hein, donc c'était un live record. Ah, celui-là, c'était 2 heures. Non, MyAfroIC, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Ouais. C'était pas plus. C'est avec Nadine. C'était plusieurs épisodes. Oui, il y a eu 3 parties. Ouais. 3 parties. Ouais. Okay. C'est vrai que ça a duré quand même, c'est vrai. De toute façon, je suis avec Nadine, alors je peux combiner tout ça. Oui, ah bah, et là, on est déjà à 6 heures. En 2 lives, le gars, il fait 6 heures, quoi. Bon, non, franchement, j'ai apprécié ton approche, hein, vraiment, c'est beau. Faut le dire, c'est beau, c'est magnifique. Tu t'éduques les gens, donc on a besoin de se rééduquer nous-mêmes, surtout nous en tant qu'hommes, parce qu'on n'a pas ces connaissances-là. Donc en plus, c'est un homme aussi qui les apporte, donc oui. ça fait bizarre, mais c'est bien, c'est excellent. C'est excellent. Alors, j'ai une question concernant les coupes. D'accord. Oui, d'accord. Donc dans le temps, on va dire l'évolution des coupes afro ont été souvent pour des démarches, on va dire, revendicatives. D'accord. C'est-à-dire que c'était beaucoup de revendications ou pour la beauté aussi, dans la mode, hein, d'accord. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, dans le cours de l'histoire, on a la coupe afro des Black Panthers de l'époque. On a aujourd'hui, les coupes plus ou moins tressées, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, alors ça sera pas ultra documenté, mais ce que je peux dire, c'est que encore une fois, c'est à travers aussi le cheveu
qu'on va affirmer quelque chose. Et je suis un peu taquin en ce qui concerne la coiffure afro, l'afro en tout cas, c'est que en fait une vraie afro ne reste pas dressée comme ça à la verticale, quoi. Ça, c'est que il faut savoir, hein, à cette époque-là, les gens étaient tout sauf nappis, justement. Enfin, tout. La plupart n'étaient pas si naturels que ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils utilisaient des produits à composition beaucoup de pétrole, à base de pétrole, donc la vaseline, les produits comme ça commence par un P. Bon, aujourd'hui, ces générations ne connaissent pas forcément, mais le Pento, voilà, des produits comme ceux-là, en fait, c'est quasiment que du dérivé de pétrole, quoi, en fait. Donc, ça permettait de gainer le cheveu, mais ça l'imperméabilisait. Et donc, du coup, étant imperméabilisé, il pouvait rester rigide, donc défier la gravité et autres. N'en déplaise à certains mouvements de frères qui vont dire que le cheveu afro est en connexion avec le cosmos de cette manière-là, parce qu'il reste dressé vers le haut. Mais en fait... je pense, ça c'est justement vraiment. Oui, ton avis perso. Je pense que c'est parce que c'était la coiffure la plus simple à faire. D'accord. La plus simple à faire, elle a été douloureuse quand même, mine de rien, parce qu'il fallait faire passer le peigne afro dans le cheveu et d'entretenir, c'est tout. Donc d'entretenir une belle boule là, comme ça, et puis on mettait. Voilà, donc, mais ça a aussi été un moyen de se distinguer, parce que forcément, quand quelqu'un avait une bonne afro, il occupait de l'espace. Et même dans une salle, dans les salles de cinéma, je sais qu'il y avait souvent ce genre de petites bagarres qui étaient créées, parce que le gars, monsieur et madame viennent avec leur afro, les voisins derrière ne voient plus, ne voient plus forcément l'écran. Il y en a d'autres qui sont arrivés jusqu'à dire que c'était aussi une protection contre les coups, mine de rien, ça amortit un peu. C'est de l'humour, mais c'est en même temps une réalité aussi. Et donc, la coiffure afro, pour moi, elle a plus servi à s'affirmer d'un point de vue politique et tout le reste, qu'à vraiment faire du bien, on va dire, au corps, aux cheveux afro. Je parle même pas du défrisage, donc quelques années auparavant, où cette fois-ci les stars noires américaines, que ce soit dans le jazz, dans le, je peux pas dire rock and roll, mais en tout cas les origines du rock and roll et autres, défrisaient les cheveux, avaient des cheveux qui allaient ressembler. Là, c'était une époque où on voulait plus ou moins s'assimiler, entre guillemets, montrer que notre cheveu peut aussi ressembler à celui du blanc. T'as vu, moi, mon cheveu, le peigne passe sans difficulté et tout ça. Donc là, on a cherché plus ou moins à s'assimiler, à montrer que on est plus ou moins pareil. On peut utiliser les mêmes outils. On peut aller chez le même coiffeur que son ami blanc, quoi qu'à l'époque, il y avait quand même la ségrégation. Mais en tout cas, on pouvait faire plus ou moins la même chose. Après ça, donc, je suis allé un peu à l'envers. Donc, au départ, on essaye de s'assimiler. Ensuite, on essaye de dire, écoutez, vous voulez pas de nous, nous non plus, on va être afro. Alors que pour moi, elle n'a rien de véritablement afro, cette coiffure-là. Afro dans le sens culturel. Les rares fois où on va crêper le cheveu pour donner cet aspect-là, un aspect léonien, donc un aspect du lion, c'est parfois dans certaines danses guerrières ou dans certaines cérémonies où effectivement on va peigner le cheveu pour ceux qui peuvent, ou bien on va rajouter parfois c'était même des poils de lion ou autre, et donc on va mettre comme un serre-tête et ça va imiter la crinière du lion en fait. Mais sinon de base c'était pas vraiment une coiffure qui venait d'Afrique. Et tiens, c'est marrant parce que là je réfléchis en même temps, mais je me rends compte que c'est un peu de là aussi qu'il y a cette dissonance qui se fait, c'est que ce sont les Noirs américains qui commencent à dire que ça c'est une coiffure africaine, une coiffure afro, ils l'appellent afro, et de là, sur le continent, donc nos parents et grands-parents vont adopter cette coiffure-là, alors qu'on était encore en connexion avec les coiffures de chez nous, notamment les nattes couchées, même pour les hommes. Ici, aux États-Unis, il y aura quand même des gens comme Stevie Wonder qui vont quand même avoir des nattes couchées dans les années 70 sur certaines pochettes d'albums, mais rien qu'à travers ce mouvement des Noirs américains, parce qu'ils auront souffert certes, et parce qu'ils auront subi la ségrégation et tout le reste, mais parce qu'aussi ils vont très vite accéder à la production culturelle et aussi à une certaine manne financière pour pouvoir commencer à mettre des produits et tout le reste, ils vont commencer en fait à prendre une hégémonie dans l'imaginaire de la culture afro en général. Donc là, la coiffure afro, c'est celle que les Noirs américains ont décrétée. Et le mouvement du nappisme et autres, ça sera celui que les Américains, et les Américaines surtout, auront décrété.
alors que parfois même dans leur utilisation, dans les produits utilisés, certaines vont reprendre des techniques de celles qu'on appelait des femmes médecines, donc qui étaient sur le continent américain et qui ont reçu ces enseignements-là des propriétés des plantes à travers les générations, parce que il y avait des femmes qui maîtrisaient ces plantes, qui sont servées soit pour empoisonner le maître, soit pour éventuellement avorter, ou soit aussi pour entretenir leur corps, ou même pour soigner. Quand les gens se faisaient fouetter et autres, il y avait certains des esclaves qui avaient ces connaissances-là pour pouvoir soigner, réparer, fortifier même les corps à travers face aux maltraitances. Et donc certaines ont gardé ces enseignements-là, mais c'est pas celles-là en fait qui ont eu le devant de la scène. C'est toute une industrie en fait, et on a mis ça en avant pour montrer que voilà, nappy c'est ça. Afro Hair, c'est ça. Donc, comment traiter le cheveu, c'est comme ça. Donc, on va vous mettre plein de techniques, pré-push, shampoo, after-push, je sais pas quoi, et plein de noms et tout ça. Donc, moi, souvent, je commence parfois souvent à dire que, en fait, l'utilisation ou le soin du cheveu afro, de la même manière que l'histoire africaine n'est pas née aux États-Unis. Donc, elle ne commence pas avec l'esclavage. De la même manière, la notion de soin du cheveu afro n'a pas commencé aux États-Unis. Non déplaise à mes frères noirs américains, hommes comme femmes, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Donc, d'accord, il y a la médiatisation, d'accord, il y a des bonnes choses qui sont faites, mais si on prétend avoir justement cette approche, je pense qu'il faut aller à la source. Et là, on se rendra compte que parfois, il y a certaines choses qui s'entrechoquent, tout simplement. Après, on peut accepter la nouveauté, mais il faut juste être un peu, je pense, être assez clair et sincère dans la démarche qu'on prend. Dites que c'est nouveau quand c'est vraiment nouveau, mais n'allez pas dire que ça, c'était des techniques ancestrales de faire le pré-push, shampoo, no-poo, nanani, nanana et tout. Ça, j'en suis beaucoup moins sûr, quoi. Donc, voilà. Dans tous les cas, on voit l'influence des Afro-Américains, même dans ce qui se passe actuellement. Oui. On voit clairement l'influence que ça prend dans le monde. Mais bon, donc c'est un autre débat, Ouais. Un autre débat. Oui, j'avoue. Merci. Alors, tu te qualifies même, je te qualifie même, on te qualifie en tant que cheveux-tologue, Oui, d'accord, mais tu traites aussi la peau. Oui, C'est important. Voilà. Est-ce qu'on peut dire potologue ou pas encore? Je ne sais pas. De toute façon, pour que le cheveu pousse, il ne pousse que sur une peau. Bon, c'est vrai que c'est une surface qui est très restreinte, c'est soit au niveau de la barbe ou soit au niveau du cuir chevelu. Mais souvent la source et la base même, c'est que moi, souvent même, je dis aux gens, c'est pas la plante le plus important, c'est la terre. Donc la peau, en fait. Donc il faut une peau saine. Et oui, on m'a dit cheveux-tologue, donc je prends maintenant. Seuls les initiés sauront que cheveux-tologue, en fait, c'est la peau, le cheveu et tout le reste, quoi. Donc voilà. D'accord, mais lors de ton live, tu parlais de traitements à base d'huile aussi. Oui. Donc pour la peau. Exact. Pareil, Ouais. donc tu déconseilles aussi tout ce qui est savon, tu orientes un peu tout ce qui est savon, l'apport du savon sur la peau. Oui. Donc tout à l'heure, tu en parlais un peu par rapport aux cheveux, donc que ce soit gras ou moins gras. Donc est-ce que tu peux nous en parler, tu peux nous en dire plus? Oui, alors, ça vraiment, je l'explique plus en profondeur dans les masterclass, mais si vous voulez, de manière générale, on va dire que la peau occidentale est une peau à tendance grasse. Quand je dis à tendance grasse, c'est-à-dire que si un blanc ne se lave pas pendant plusieurs jours, ne fait rien sur sa peau, elle aura tendance à faire sortir du sébum, donc à sécréter du sébum, et donc il aura la peau qui brille ou le cheveu qui devient gras, collant, quoi, en fait. Alors qu'une peau noire aura une peau à tendance sèche. Ça veut dire que si pendant la même durée de temps, le noir ne fait rien sur sa peau, n'apporte rien, et ben cette peau aura tendance à se craqueler, en fait. Le cheveu deviendra de plus en plus sec, de plus en plus rêche et tout le reste. Donc, le blanc, comme il a un excès de sébum qui va aller au-dessus de la peau et tout le reste, il va falloir qu'il laisse respirer la peau. Et pour pouvoir laisser respirer cette peau, il faut quelque chose qui va venir enlever cet excès de sébum, donc ce gras, en fait. Et bien, ce qui va venir enlever ce gras, ça va être les produits détergents. Donc c'est eux qui vont venir et qui vont digérer le gras et qui vont libérer la peau, les pores, la peau respire et tout va bien. Par contre, nous,
on nous a expliqué que pour être propre, c'est qu'avec du savon, du shampoing, donc avec les produits détergents. Mais sauf que nous, on n'a rien sur la peau. Il n'y a pas cet excès de gras. Au contraire, elle devient de plus en plus sèche. Donc, chaque fois qu'on va mettre ce fameux détergent sur la peau, eh bien, ce détergent, lui, il faut qu'il trouve quelque chose à consommer. Donc, il va aller digérer ou attaquer, agresser la peau ou bien le cheveu. C'est pour ça que ça va devenir de plus en plus sec. Et donc, on va chercher parfois soit le lait de toilette ou bien faire l'après-shampoing ou ceci ou cela pour compenser, en fait, cette agression-là. Et c'est pour ça, en fait, que le cheveu va être amené à crêper. Donc maintenant, pour la peau, ça va être pareil. En fait, c'est là où ça devient choquant pour certains. Mais je pense que de plus en plus de gens sont au courant. Mais les huiles ont des propriétés lavantes. Pardon, les huiles ont des propriétés lavantes, en fait. Je parle souvent de l'huile d'olive, l'huile de palme et toutes ces choses-là parce que je pense que sur 100 femmes, je pense qu'aujourd'hui, 80 femmes sauront que effectivement, on peut vous conseiller de vous démaquiller. J'ai bien dit démaquiller déjà avec de l'huile d'olive, soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de coco. On parle de maquillage là. J'ai envie de dire, je vais vous taquiner mesdames aussi, c'est vos parures de guerre, entre guillemets, pour nous séduire, ou même juste pour vous sentir belle, effectivement. Mais en tout cas, c'est parfois avec ça que vous nous mettez KO aussi, faut qu'on se l'avoue, même si on vous aime aussi au naturel, hein. Mais, l'argument marketing de ces fameux, de ces fameux maquillages, c'est souvent des maquillages waterproof. Donc, qui résistent même à la pluie. Donc, mesdames, même quand il pleut, restez belles, blablabla. Donc, on vous parle d'un maquillage qui est là pour rester longtemps, qui peut résister à certaines agressions, mais qu'on peut quand même nettoyer avec des huiles. De l'huile de coco ou de l'huile d'olive. Donc ça prouve bien que les huiles peuvent laver. Voilà. Et nous, en fait, on va laver avec des huiles parce qu'on ne va pas agresser cette fois-ci la peau ou bien le cheveu. On va le nourrir avec l'huile et une partie de l'huile qui reste va aller s'accrocher à la saleté ou à la poussière et partir au moment du rinçage. Merci. En tout cas, pour en savoir plus, il faudra assister à tes masterclass. Ah oui. C'est gratuit. On précise encore, c'est gratuit. Voilà. D'accord. Pour les mots de la fin, est-ce que tu as un message à nous faire passer, des recommandations? Waouh. T'es libre. N'hésite pas. Comme je suis pas un habitué des interviews et tout, je m'attendais même pas à un message de fin. Le message de fin que je pourrais dire, c'est je vais repartir avec le message du début et avec cette fameuse métaphore du palmier. Moi-même, pendant longtemps, j'ai cru que cette technique et cette façon de faire, cette façon d'entretenir notre corps, et pas que notre corps au final, mais là on va parler uniquement du corps, j'ai cru que c'était perdu pour nous. Pour moi, ça existait en Asie, ça existait en Europe. Il y avait les notions de druides, les rabouteux, les ceci, cela. En Asie, il y avait toutes ces médecines traditionnelles, que ce soit indiennes ou chinoises et autres. Et j'avais l'impression qu'en Afrique, ça n'existait pas. Et en fait, je me rends compte que ça existe bel et bien. Je pense que c'est à chacun d'entre nous d'aider à faire perdurer ces choses-là, à faire revivre, renaître et à développer ces choses-là de la même manière qu'on entretiendrait de nouveau ce fameux palmier ou ces fameux palmiers. Mais dans la métaphore, on va parler que d'un seul palmier, puisque c'est cet arbre-là qui symbolise beaucoup de choses, aussi bien la connaissance que notre identité, que plein de choses. Donc, je vous inviterai à arroser ce palmier, l'entretenir, le protéger, et par tous les moyens entre guillemets nécessaires, pour paraphraser l'ancien, mais plutôt à le faire chacun à son niveau, en fait. Chacun à son niveau, c'est quoi? C'est par exemple, toi-même tu le fais là actuellement, Moreau, en prenant la peine de m'interviewer. Sachant, moi, je reste impressionné parce que quand je vois la liste des invités que tu as, maintenant, je me retrouve à être invité moi aussi au même titre qu'eux. C'est pas rien, honnêtement. Mais rien qu'en m'invitant, en me donnant la parole, en me permettant de faire voyager ces connaissances-là, tu y participes. Toute personne qui écoute cela, le simple fait de le prendre pour soi ou de partager justement ton podcast, elle y participe aussi. Le fait d'organiser des masterclass et tout ça, vous y participez. Le fait de défendre votre culture et ce que vous avez connu,
de vos anciens, vous y participez. Le fait de valoriser vos anciens, vous y participez. C'est un peu ce que je fais dans certains posts où je commence à vous teaser un peu. Je vous parle par exemple de l'aloe vera, blablabla, ça a telle ou telle vertu, et paf, je coupe. Si tu veux la suite, demande à ta grand-mère en fait. C'est une façon de dire, prends la peine de, tu vois, cette femme là que tu vois qui a peut-être été femme de ménage ou qui a été ceci ou cela. Eh bien en fait, elle a des connaissances énormes et en fait tu ne les valorises pas. Au départ, c'est parce que tu ne savais pas, mais aujourd'hui, tu sais, en fait. Moi, je ne réveille pas les morts pour savoir ça. C'est parce qu'il y en a qui ont réussi à transmettre ces informations-là, en sachant qu'il y a une bonne partie qui n'est plus, mais qui reviendra certainement, je pense. Et donc, c'est le fait de faire, comment dire, c'est le fait de faire voyager ces informations-là, même via les réseaux sociaux. Il y a plein de réseaux sociaux. J'ai mon site qui va bientôt sortir. C'est vraiment, il faut qu'on comprenne qu'on fait tous partie de cette chaîne, en fait. Et à nous soit d'être des maillons d'une chaîne, ou soit de représenter une chaîne un peu plus longue, mais de toujours continuer ça. Et souvent, ce que je dis, c'est que le fait de transmettre quelque chose à d'autres, c'est d'une certaine manière un peu le début de l'éternité, en fait. Nous, on va mourir, quoi qu'il arrive. Mais ce qu'on va enseigner à quelqu'un, en fait, on va vivre à travers ce quelqu'un-là, entre guillemets. S'il est reconnaissant, s'il a été bien éduqué, dans le sens, en tout cas, africain du terme, s'il a été bien éduqué, c'est en ça que nous, on perdure, c'est en cela que nos connaissances perdurent, et c'est en cela que, eh bien, en fait, l'ancestralité est là, donc c'est back to ancestrality, et c'est pour ça que je mets souvent le hashtag ancestrality is not dead, quoi, en fait. Voilà. Malgré tout ce qu'on a subi, ancestrality is not dead. Non, voilà. C'est beau, vraiment. Magnifique. Voilà. Magnifique. Et merci aussi. Le mot de la fin, ça serait vraiment déjà merci. Merci à toi pour ce que tu fais, parce que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Vraiment, ce n'est pas rien. Dernière chose, où est-ce que l'on peut te retrouver? Très important. Oui, alors pour me retrouver, c'est assez simple. Vous tapez Nsi Bentoum, comme j'ai un nom qui est assez original, donc ça sera pas dur de me trouver sur Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Non, pas WhatsApp, parce que WhatsApp, il faut avoir mon numéro de téléphone, je suis bête. Donc Facebook, Instagram, Twitter. Il y a aussi la chaîne YouTube, où la plupart du temps on retrouve mes lives. Je fais le nécessaire, en tout cas, pour les récupérer. Et il y a aussi mon site qui est nsibentoum.africa. Est-ce que tu peux l'épeler Nsibentoum? Ah oui, pardon. Nsibentoum, donc c'est N comme Nathalie, S comme Sophie, I comme Isabelle, B comme Bernard, E comme Élodie, N comme Nathalie, T comme Thierry, U comme Ursule, M comme maman. Voilà. Désolé, je l'ai pas dit avec des noms afro, mais au moins on se comprend tous. Il finit par maman en plus. Voilà, il termine par maman, exactement. Donc c'est Nsi Bentoum, vous mettez toujours @Nsi Bentoum et puis vous me trouvez en général, quoi, pour les réseaux sociaux. Et n'hésitez surtout pas à m'écrire, parce que je suis assez choqué, bizarrement, parce que lorsque des gens m'écrivent sur Instagram par exemple, il y en a certains qui sont choqués que je réponde. Et là, je comprends pas, en fait. Ils me disent non, mais en fait, on pensait pas que, parce que vous devez être quelqu'un de très occupé, patati patata. Je dis ouais, mais dès l'instant où j'accepte de me montrer, ça fait depuis des années que je fais ça, j'ai fait ça d'une certaine manière à une époque. Là, je change un peu ma façon de faire. D'accord. Mais si je l'ai fait, c'est parce que j'accepte aussi les conséquences. C'est-à-dire que des fois, c'est de répondre à 2h du matin et autres, mais je sais pourquoi je le fais. Je dois aussi transmettre et même former d'autres personnes, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Témoin. Exactement, c'est ça. Très bien. Merci à toi encore une nouvelle fois. Merci à toi, Moreau. Et je te dis peut-être à la prochaine pour un prochain podcast. Ok, et longue vie à Ubuntu. Merci. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet.